Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Débrief Comics. La semaine précédente, on avait parlé des biographies autour de Stan Lee, de Jack Kirby. Et cette fois-ci, on va parler de Daredevil. On revient aux fondamentaux. On revient sur la continuité après l'excellent run de Frank Miller avec Klaus Johnson, puis Born Again de David Mazzucchelli, pour ensuite aller sur le Daredevil de John Romita Jr. et Ann Nocenti. Cette fois-ci, on va partir sur le Marvel Icons Elektra, toujours avec du Frank Miller. Et on va poursuivre également avec les années 90, toujours les années 90, avec le Marvel Epics Daredevil d'échéance. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je ne vais pas vous représenter, vous faire l'affront de vous présenter le très bon format Marvel Icons. Donc on va d'abord parler de ce récit Elektra qui est aujourd'hui plutôt introuvable sur le marché de l'occasion à prix correct. Il faut savoir que ça valait 36,95 je crois, quasiment 37 €. Et pour un récit comme celui-ci, c'est quasiment introuvable. La preuve, c'est que c'était le dernier du stock de mon libraire quand je l'avais acheté et j'ai une très grosse rayure en plein milieu, là on le verra pas. Mais du coup, si vous avez vous le procurer pour pas trop cher, foncez, mais ne vous ruinez pas à 60 €, l'Icons, c'est abusé. Donc, que contient ce premier épisode, ce premier volume? Donc, il contient Elektra Assassin 1 à 8 que je vous présenterai sous le format VO que j'ai pour plus d'aisance à vous le présenter parce que c'est beaucoup plus maniable qu'un Marvel Icons, c'est aussi gros qu'un omnibus. Je vais également vous présenter donc très rapidement les épisodes Bizarre Aventure 28 et What If 35 ainsi que le graphic novel Elektra Live Again qui a été réédité plus tard en Elektra René à la vie. Et oui, vous savez, il y a une vidéo que j'ai fait il y a un peu plus de un mois, voire deux, sur une chronologie de lecture, un guide de lecture Daredevil. Donc si jamais, je mettrai sans doute le lien dans la description. Donc on continue tout ça. Je vais vous parler des différents titres qui sont là-dedans. Donc d'abord, on a deux mini-histoires. La première mini-histoire qui est en noir et blanc, qui est avec, alors que je vous donne les noms des artistes quand même, qui sont des one-shots qui est sorti en 81 pour le premier, pour l'île du monstre avec Bizarre Aventure, avec une histoire où Elektra va finalement aller assassiner quelqu'un, tout simplement. Voilà, je vous montre quelques pages en noir et blanc, pas besoin de vous en montrer plus. C'est une très chouette mini-série en un épisode. On a également un dessin avec le scénario donc de Frank Miller au scénario et au dessin, et à l'ancrage Terry Austin pour changer, avec et si, un what if, et si Elektra était toujours vivante. Voilà. Donc qui fait directement écho au run de Frank Miller et notre cher Klaus Johnson. Voilà, c'est toujours aussi beau à regarder et toujours aussi appréciable. Je vais pas forcément vous donner une critique, mais c'est des très bons récits. Ensuite, on va parler donc d'Elektra Assassin, sorti en 1986 avec Frank Miller au scénario et au dessin Bill Sienkiewicz. Et oui, Bill Sienkiewicz est au dessin et forcément ça va être beaucoup plus clivant. J'en ai déjà parlé de Bill Sienkiewicz et là vous allez me dire, eh oui, une signature, voilà. J'ai eu la chance de me l'être fait dédicacer, je remercie le doc de la case d'ailleurs au passage. Donc de quoi ça parle? C'est un récit plus ou moins hors continuité, mais qui est quand même inscrit dans la continuité. Donc on sait qu'Elektra est morte dans le run de Klaus Johnson et Frank Miller. Et en fait dans ce récit signé Miller et Sienkiewicz, on suit Elektra de manière totalement différente. On va avoir déjà à chaque début de chapitre un petit article de presse avec un dessin en noir et blanc, puis après une grande page peinture levrée, et chaque chapitre a un style, alors toujours sous la plume de Bill Sienkiewicz, mais toujours plus ou moins différent. Là par exemple on va avoir beaucoup de dessins plus enfantins avec des dessins beaucoup plus classiques sur les mêmes pages. Et c'est un récit qui va parler de beaucoup de choses, donc je vais vous parler de l'histoire et du dessin en même temps parce que c'est à la fois un travail un peu hors norme et presque unique.
là où on avait déjà un premier récit avec Sienkiewicz et Miller, avec le caïd, Vanessa, Daredevil et un pervers un peu bizarre criminel. Là ici on va vraiment avoir une histoire d'espionnage, une histoire presque hallucinogène de complot gouvernemental. On va avoir le droit à un Nick Fury avec des très grosses armes. On va avoir l'agent Garrett qu'on retrouve dans la série Agent of Shield, qui est diffusée par ABC et Marvel Télévision. On va avoir beaucoup de personnages finalement dans cette série qui sont des critiques finalement de beaucoup de choses. Donc on va déjà voir que Elektra est manipulée et contrôlée mentalement par cette organisation secrète. Elle va tenter de déjouer donc un complot parce qu'elle est revenue à la vie, qui va viser à mettre un démon au pouvoir des États-Unis, avec également des manœuvres politiques, des manipulations politiques. C'est un mélange de satire politique, une violence ultra stylisée, des visions, comme je vous l'ai dit, psychédéliques. Hein. C'est assez, voilà, il y a tout type de dessin. On a même les origines d'Elektra dans ce récit, avec sa naissance dans les premières pages. Voilà, on va voir la technologie, avec l'agent Garrett qui se trouve ici, Elektra qui est contrôlée. On va avoir des cyborgs, dont l'agent Garrett, des scientifiques fous, différents hommes politiques dans différents pays qui sont contrôlés, manipulés. Est-ce que j'ai une image de Nick Fury que je puisse vous montrer? Là on a encore l'agent Garrett. Voilà. Et ça va finir avec une relation, voilà, ça par contre j'adore, c'est du grand Sienkiewicz, ces deux dessins là. Oui, là c'est très beau, mais des fois j'ai beaucoup de mal avec le style, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Et ce qui est assez dingue en fait, c'est que on va avoir une Elektra qui est meurtrie, qui est mentalement instable, qui est pourtant efficace. Voilà. On va avoir ce personnage là que vous voyez là et là. Voilà. Et qui est toujours, donc Elektra qui est toujours en lutte avec sa propre identité, et on va également avoir des bulles de dialogue, de pensée de différents personnages, et même des fois des échanges de pensées. Et donc ce mystérieux personnage qui ressemble un peu à Kennedy finalement, on va avoir un ancien président avec le bouton nucléaire qui va hésiter parce que il sort de son mandat, et également ce nouveau candidat en politique avec un visage toujours souriant qui cache quelque chose. Voilà, là on a Nick Fury par exemple, voilà, qui se trouve là. On va avoir également quelques pages avec du Matt Murdock. Voilà. Ici, c'est peut-être un des seuls dessins. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail de l'histoire parce que c'est un truc à prendre son temps pour le lire. Sincèrement, c'est complexe. Et lisez pas en VO, hein, même si vous êtes lecteur français. C'est très complexe à lire déjà en français, je trouve. Alors en VO, je ne vous dis même pas la galère que c'est. Mais en tout cas, voilà, on a aussi ce fond d'histoire avec un président qui ne veut pas que son homologue prenne sa place, qui est prêt à appuyer sur le bouton qui est atroce, qui ressemble un peu à Nixon. Et cet autre président qui ressemble plutôt alors à Ford, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un autre président, je dis peut-être une bêtise avec Ford, un président qui a été acteur. Mais en tout cas, voilà, il y a une grosse critique de Ronald Reagan, autant pour moi, voilà, ça me revient. Donc finalement, il y a une critique du réganisme et aussi des anciens présidents. Et ce président qui a toujours la même tête, et ça j'aime beaucoup le côté photocopie. Alors on ne sait pas si c'est vraiment dessiné à chaque fois ou pas, mais il a toujours le même visage avec un sourire souriant un peu à la Kennedy, mais assez énervant. Et ce récit va vraiment être très intéressant, même si des fois il va un peu dans tous les sens. Et voilà. Moi, mon avis sur cette première partie qui est contenue dans l'Icons, graphiquement c'est ni oui ni non. Scénaristiquement ça peut passer, mais faut avoir le cœur accroché, l'esprit bien accroché, et ne rien avoir dans la tête pour pouvoir pleinement être sur le sujet, parce que voilà, faut quand même réfléchir pour comprendre ce qu'on lit. Et avec un très joli dessin qui est aussi à l'arrière, et aussi devant, hein, sur cette Icons que voici. Ensuite, donc dans cette Icons, on va retrouver Elektra renaît à la vie, Lives Again. Donc c'est plutôt un récit qui est sorti dans les années 90,
qui a en plus d'avoir le dessin et le scénario fait par Frank Miller, a la particularité d'avoir été colorisé par son ex-femme actuelle. Donc ça c'est les grands formats, je sais pas si vous les connaissez, qui sortent avec un grand poster devant. Donc là le poster je l'ai pas pris pour pas l'abîmer, et qui en plus quand vous ouvrez les pages vous avez ça déjà dans les entrepages qui sont magnifiques. Voilà, on a ça c'est beau, et pour vous montrer c'est mieux que je vous montre en grand format. Et donc on va voir une histoire finalement après la mort de Frank Miller, avec les couleurs de Lynn Varley, qui n'était pas vraiment coloriste, mais comme c'était la femme à l'époque de Frank Miller qui travaillait là-dessus. Donc de quoi ça parle ce récit? C'est notamment construit sur Matt Murdock, qui est hanté par des visions d'Electra, qui serait censée être toujours morte, toujours décédée dans la continuité, et qui la voit sous différents songes, différents rêves, et qui culpabilise pour son amour, sa foi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont montrées. C'est un récit qui est très sombre, qui est très onirique, qui est très dans la question du deuil, la culpabilité, et encore une fois le doute religieux, mais ça c'est pas réinventé sur Daredevil. Et on ne sait pas si le retour d'Electra est réel ou non. Voilà, on a des planches assez christiques finalement, avec la représentation des églises catholiques. Alors je suis pas fan du dessin, mais c'est encore du Miller où ça passe, parce que voilà, ça reste Frank Miller, comme on peut le voir, mais c'est pas Miller à sa meilleure époque, à son meilleur moment. Et on a même des scènes de nudité que je vous éviterai de vous montrer. Et on a toujours ce doute constant, voilà, entre ce Matt Murdock qui est... Enfin, on ne sait pas si on est dans le vrai monde, dans la réalité. C'est un peu hors continuité, c'est un peu les adieux de Frank Miller à ses personnages favoris chez Marvel. Et en même temps, voilà, on a toujours ce doute de mysticisme autour d'Electra. Et notre personnage revoit des choses, Bullseye est mort et pas mort, on sait pas. On a des très jolies planches comme celle-ci, avec un fond en noir comme ça, avec très peu d'images, mais qui est très impactant, surtout en grand format comme je vous le montre ici. Et ce que je voulais vous montrer, parce que bon, il y a des retours à la mort, mais c'est pas ce qui m'intéresse, le récit, lisez-le, je veux pas trop vous le spoiler, mais ce que j'aime beaucoup c'est la colorisation quand il y a du feu. Alors là je vais peut-être pas vous le montrer, mais là il y a une paire de fesses, mais c'est un peu moins, voilà. Hop, on va essayer de... parce que j'ai pas envie que la chaîne saute, voilà, mais les flammes comme vous pouvez le voir là où il y a mon pouce. Et oui, je cache des fesses, pas de nudité sur YouTube. Mais j'aime beaucoup cette colorisation, voilà. Et on a aussi des hommages à d'autres choses, avec des planches comme celle-ci. Qu'est-ce qui m'empêche de penser, en dehors de Daredevil, à un Dark Knight? Il manque juste l'éclair derrière. Et on a des planches mais sublimes. Quand je vous dis sublime, c'est vraiment incroyable. Et ça finit avec une baston. Et là où je voulais en venir sur ce récit pour conclure, je sens que cette vidéo va être longue, déjà 13 minutes. C'est que voilà, là on a encore des images de flammes avec des couleurs. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà. Ça, c'est Matt Murdock. Et clairement, on sent qu'il y a le personnage de Marv qui est plus ou moins intégré au récit, même si c'est Matt Murdock. Et cette case nous fait réfléchir. Voilà. Je ne vous spoil pas le récit, mais c'est une bonne surprise, même si c'est hors continuité. C'est à lire une fois ou deux. J'ai dû taper le micro et je m'en excuse. Mais c'est un récit qu'on peut lire une fois ou deux, mais c'est pas le truc qu'on va relire tous les jours. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en grand format? Oui, si vous êtes amateur de l'art de Frank Miller. Alors pas celui-ci, je l'ai malheureusement, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais graphiquement c'est pas son meilleur travail, scénaristiquement c'est pas son meilleur travail, mais le travail de la couleur est incroyable. Et il y a une sorte d'hommage de dernière aventure. Donc si je dois vous donner mon avis sur cette icône, oui, si vous êtes inconditionnel de Daredevil, il faut le lire. Si vous voulez avoir des histoires complémentaires sur Electra, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux qui a été fait sur le personnage, jusqu'à très récemment, on va retrouver le personnage dans le run de Chip Zdarsky, mais sinon, c'est pas exceptionnel.
Maintenant, on passe à la suite, une suite quasiment directe avec ce Daredevil d'échéance avec le format épique que je vais pas forcément vous présenter non plus parce que c'est un format qui est arrêté chez Panini, qui ne sera plus publié. Mais pour la petite info, il y avait du hardcover et du softcover, 4 € d'écart de mémoire entre les deux versions. Donc là, on va avoir 2 runs quasi complets, complets même, avec les épisodes 319 à 332 de Daredevil et le Daredevil annual 10. Bon, celui-là, je vous l'épargnerai parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais on va avoir 2 arcs majeurs. On va avoir Fall from Grace avec une première récit que je vais vous présenter après. Je vais d'abord vous parler des dessins. On va avoir différents artistes, DJ Chichester, Gregory White, Scott McDaniel, Sergio Cariola et Chris Rekenwitz. Alors on connaît surtout DJ Chichester et Gregory White et Scott McDaniel. Au niveau des dessins, des fois ce qui va pêcher c'est l'ancrage et la colorisation, parce que ce qui est assez étonnant c'est dans les bonus, c'est les couvertures ou les côtés graphiques qui sont totalement différents de ce qu'on peut voir, et on voit que même la colorisation a son importance. Pour vous donner un peu une idée, si vous avez l'occasion de le feuilleter, vous regardez les bonus en fin de page. Alors j'arrive pas à retrouver la page en question, mais les dessins sont du même artiste et pourtant on sent que voilà, il y a une grosse différence. Donc de quoi ça parle? Il y a Fall from Grace, la chute selon la grâce, si je le traduis plutôt bien, je ne sais pas. En fait, Matt Murdock découvre l'existence d'un virus révolutionnaire qui est capable de réécrire l'ADN globalement d'une personne selon ses désirs. Et donc ça va attirer énormément de personnes. D'abord, il va y avoir son doppelganger, qui est en fait celui qu'on voit sur la couverture, qui a un peu un espèce de Daredevil plus Devil que Dar, et qui va chercher à attraper Matt Murdock parce qu'il est invoqué par un personnage vaudou, donc on ignore un peu pourquoi il le fait venir. On va avoir également dans le récit une secte de la main, issue de la main, qui cherche à créer une nouvelle Elektra avec le corps de Elektra, son essence, dans une ninja qui s'appelle Erinis, qui est un peu une Elektra bis mais pas ouf. Donc là il y a déjà 2 personnages qui se ressemblent à ça. Un ancien général qui veut faire un trafic de drogue, si je dis pas trop de bêtises. Pas de Wilson Fisk dans ce récit, on peut quasiment pas l'approcher, le voir, et c'est tant mieux. On va avoir le droit à des caméos comme Silver Sable, Venom, mais aussi Morbius et d'autres personnages plus ou moins magiques. Et en fait tout le monde va convoiter le virus, mais également on va retrouver l'agent Garrett qu'on retrouver dans le Marvel Icons, qui est donc un cyborg qui a fait alliance avec Elektra. Et ici ils sont plus ou moins liés, il pense toujours qu'il est amoureux d'elle, parce que oui, il y a cette relation aussi d'amour entre les 2 personnages qui est plus ou moins sous-entendue dans le premier récit, donc qui a son importance d'être lu avant de lire ça. On va voir Silver Sable, on va voir différents personnages. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais si je continue on en a pour des heures. Et on va également avoir une histoire d'identité secrète, parce qu'il y a quelqu'un qui est journaliste qui va dévoiler par manque de déontologie l'identité de Matt Murdock. On sait, ah, j'ai un doute que ce soit Daredevil. Donc déjà dans les années 90 on essaye de relancer le titre qui était plutôt à l'époque en chute de vente, et en même temps ça va finir avec je spoil un petit peu, le doppelganger qui va finir par absorber ce virus et de redevenir humain, et en fait il va avoir la forme de Matt Murdock, ce qui va permettre, pour faire la transition avec le deuxième récit, de dire voilà, Matt Murdock est mort, donc il ne peut pas être Daredevil. Un autre Daredevil apparaît, c'est le même, c'est toujours le vrai Matt Murdock sous le costume, avec le costume noir, rouge et gris avec l'armure. Et on va avoir les différentes apparitions. On va également voir le retour, donc comme je vous disais, d'Elektra, qui va finalement récupérer, absorber son non-essence, son aura auprès de Erinis, et qui va redevenir mauvaise parce qu'elle avait lâché ses parts d'ombre. Et on va également avoir un renforcement avec la relation de Karen Page, qui n'est plus du tout en couple avec Murdock, mais qui
au contraire, va chercher dans les deux récits, alors dans celui que je vous présente avec Fall of Grace, mais aussi la suite directe Tree of Knowledge, j'espère que je le prononce bien. Et on a vraiment un style graphique qui est anarchique, honnêtement, mais qui est assez sympa de Scott McDaniel. Ça va bousculer les codes classiques sans qu'on est dans les années 90. Voilà, ça c'est typiquement, ça c'est des jolies cases encore, ce que je vous montre là. Mais il y a d'autres cases où c'est pas beau à voir du tout. Des fois c'est très brouillon dans la mise en place. L'ancrage est particulier. Il y a également un autre cyborg du gouvernement qui va chercher à se battre contre l'autre cyborg que je vous ai présenté, qui est un ancien agent du Shield avec l'agent Garrett. Et ça va vraiment partir dans tous les sens. On a Morbius qui va vouloir s'intéresser à ce virus. On va avoir Venom. On va avoir cette fameuse secte de la main poussée encore pire que la main elle-même. Et on va, voilà, là typiquement c'est là où graphiquement moi ça va beaucoup moins. Mais je pense que l'ancrage y est pour beaucoup et la colorisation de l'époque. Voilà, je trouve ça un peu désorganisé personnellement. Mais c'est comme ça. Et donc on finit avec Tree of Knowledge. On voit très peu Foggy Nelson, il est quand même présent. Karen aussi est très peu présent. Pareil pour Ben Urich, on le voit un peu plus par contre, et c'est très intéressant. Il y a des choses quand même très bien. Et donc Matt Murdock feint la mort à la suite de ce récit dans Tree of Knowledge. Il devient donc un peu un espèce de voyou en s'appelant Jack et en référence à son père. Et il va enquêter et en même temps il y a un réseau de cybercriminels. Donc avec notamment une référence, alors je sais pas si c'est une référence à internet, si c'est une référence à Tron, le film où il y a des mecs qui vont dans un jeu vidéo, mais voilà, on a ces questions de hacking, ces questions de différentes réflexions. Alors là par contre, voilà, ça c'est typiquement des dessins que j'aime un peu plus. Ah. Ça passe beaucoup mieux pour moi, même si la colorisation reste à revoir. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, il y a plusieurs personnages. Il y a d'abord Black Widow qui va enquêter sur la mort de Matt Murdock, mais elle est liée aux Avengers, ça part un peu en cacahuète. Dans cette histoire, on a une histoire entre la réalité, internet, réalité virtuelle qui se mélange, mais c'était pas abouti encore. On sent que c'est les années 90, bien avant les années 2000, que tout n'est pas tout à fait réfléchi, et ce qui fait que ça fausse le récit. On va avoir un génie du hacking avec des cyborgs tueurs, une conspiration menée par l'Hydra avec le baron von Strucker qui a la main du diable, donc sa pince rouge, qui va avec toute une équipe de nouveaux essayer d'attaquer Daredevil et d'autres héros. On va avoir pas mal de guest stars, des terroristes qui frappent la ville. On va avoir Captain America qui est pas très utile, Elektra, Iron Fist, Gambit contre Daredevil, ça aurait dû être épique. Et pourtant ça ne l'est pas, et ça c'est vraiment dommage. On va également avoir Nick Fury et le Shield, mais tout ça sonne faux en fait. Et ce qui sonne le plus juste finalement dans ce récit, alors j'imagine que c'est parce qu'il y a un événement dans les années 94, par contre les couvertures de McDaniel sont incroyables, mais voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Le seul truc qui est assez intéressant et qu'on voit très peu, c'est Karen Page qui enquête. Comme elle a été ancienne actrice de films d'adultes, elle va enquêter et tomber sur des images d'enfants malheureusement, et elle va tout faire pour casser ce réseau là. Elle va s'y griller un peu les pattes, mais elle va quand même réussir à s'en sortir. Et je trouvais cette partie du récit assez intéressante parce que c'est pas tombé au hasard et qu'elle a un combat à mener malgré Matt Murdock. Et ce que je trouve dommage, voilà, c'est l'utilisation des méchants, l'utilisation des alliés, avec juste Gambit qui se bat contre Daredevil, qui dit « Ah, tu es un autre Daredevil, fais gaffe à toi, hein, l'autre était plus sympa, toi t'as l'air méchant. » Et puis l'autre qui lui dit « Ah, attention, les mutants, faites gaffe à vous. » Bon, voilà. Vous l'aurez compris, graphiquement, c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur. C'est les années 90, c'est toujours un peu discutable dans la colorisation et l'ancrage. Et je pense que c'est ce qui fait le plus gros défaut à ce récit, parce que certains dessins passeraient bien mieux aujourd'hui, j'en suis certain, quand je vois certaines planches en noir et blanc ou des couvertures promotionnelles qui sont beaucoup plus intéressantes graphiquement que le récit en lui-même. L'histoire,
c'est très discutable, il y a des bons éléments mais mal utilisés à mon sens dans ce récit. C'est peut-être un des moins bons récits avant les années 2000 où on va avoir quasiment depuis Marvel Knight avec Joe Quesada, Kevin Smith, on en parlera bientôt, je parlerai de l'Omnibus en un seul volume, mais voilà, jusqu'à aujourd'hui avec Keketo, où on a quasiment un sans faute sur Daredevil, même s'il y a toujours des choses à redire, des choses qu'on aime moins ou des choses qu'on apprécie plus. Mais là vraiment c'est un peu en dessous, même s'il y a des très bonnes idées encore une fois. Voilà, là ça fait 25 minutes que je vous ai parlé de tout ça. Donc mon avis c'est que voilà, c'est un bon récit, je le garde pour la collection, mais c'est pas le truc que je vais relire tous les jours en me disant ah trop bien j'ai envie de le relire, alors que l'Omnibus, Joe Quesada avec Kevin Smith, les débuts de Bendis avec Echo et d'autres choses comme Daredevil Phaser, bah, j'ai envie de le relire. Ça, honnêtement, pas spécialement. De même que pour le Elektra, oui c'est du bon, oui c'est à lire une fois, de là à le conserver toute sa vie, je ne sais pas, mais voilà. Sur ce, 26 minutes, 27 bientôt, je vais couper la vidéo ici. La semaine prochaine, je vais vous parler de Marvel, et oui, Marvel Universe en kiosque, Marvel versus The Punisher et Marvel versus Wolverine. Là j'aurai des choses à dire, mais beaucoup moins, enfin, une vidéo beaucoup plus courte. Et si j'ai le temps, je vous sors une vidéo spéciale Steve Dillon, parce qu'il y a deux nouveautés qui ressortent plutôt chez Marvel et chez Urban autour de Steve Dillon, et j'ai envie de vous en parler. Sur ce, prenez soin de vous, lisez du comics, lâchez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de suivre la chaîne. Abonnez-vous si c'est toujours pas le cas, on se dit à très bientôt, ciao.